Merci pour l'introduction et puis je suis vraiment heureux d'être ici après 2 ans. Je ne m'attendais plus. Et puis il y a 3 ans, comme vous l'avez dit, j'étais là parce qu'il y avait cette exposition sur le logement coopératif et dans une petite conférence avec les autres. J'ai montré le livre qu'on venait de publier, juste aussi dans 1919, sur la polyologie du logement. Et puis j'ai montré là-bas tout plein des plans et pour montrer que le travail avec les typologies sur le plan, c'est très important pour nous, et aussi les plans ameublis. Et après ce temps déjà, j'ai donné le titre à cette conférence, les écologies de l'habitat, un peu dans l'idée aussi maintenant de toutes les questions de, comment on dit en français, sustainability en anglais, tout question énergie, etc., qu'il fallait l'élargir. Alors, l'écologie de l'habitat, c'est plutôt un titre de travail en ce moment pour élargir un peu les vues qu'on a mis dans notre livre déjà il y a 3 ans. Et alors, un peu je veux juste assez court de montrer un peu l'idée là-dedans. Alors, je m'excuse, là, le point d'exclamation, c'est un S, shelter, et climat. Et après, je vais vraiment vous montrer des projets que vous n'avez pas encore vus la dernière fois. Et surtout, je ne vais pas montrer tous les logements coopératifs que vous avez déjà vus, mais plutôt des logements plus petits et surtout aussi les écoles de l'université aussi. Mais retournons sur le thème de shelter et climat. Et dans le livre que j'ai un peu redécouvert de Rayner Banham, il y a qui s'appelle The Well-Tempered Environment de 1969. Il y a dans l'introduction, je trouve, une très belle parable dedans du peuple, un peuple idéal qui trouve du bois et qu'est-ce qu'il va faire. Alors il y a les uns qui vont faire avec le bois un feu et les autres ils vont construire une cabane. Et puis c'est un peu la question, qu'est-ce qui est mieux? Et c'est aussi une parable un peu du début du tout logement, c'est la protection contre le vent, la pluie, etc. Et après, il décrit aussi que, en fait, les gens, ou la réalité sera que les gens, ils ne feraient pas le mieux du matériau ou le plus logique, mais ils vont construire aussi dès leur prédisposition culturelle. Je ne sais pas si le mot il est bien ou compréhensible. Et ça veut dire que il n'y a pas toujours seul le lien logique qu'on va suivre dans la construction, mais il y a aussi toute notre histoire culturelle. Et puis, c'est clair qu'il faut travailler avec ça.
Alors il y a vraiment la situation, on peut faire, on peut se dire, on peut se mettre comme un astronaute dans un grand sac de couchage qui nous protecte de tout, ou bien on va construire une cabane comme idée. Et dans le livre qui s'appelle aussi Shelter des années 70, je crois qu'il est publié en Amérique dans le temps, et puis je crois qu'il est toujours encore, on peut l'acheter. Un très beau livre, il y a toute cette collection. Alors il y avait dans les années 70 déjà une très forte tendance là, surtout en Amérique, sur le self-building, donc la construction qu'on fait soi-même, mais aussi la recherche sur les constructions simples. Et c'est assez intéressant. Alors ça, c'est plutôt la question de trouver un endroit où on est protégé, non, du temps et du climat. Et l'autre question qu'on a... Ouais, j'avais un peu de problème avec mon Adobe. Alors, c'est typologie et société, ça veut dire le deuxième mot. C'est vraiment les plans, le travail sur les typologies. Et pour nous, c'est très important d'où est-ce qu'on les prend. Et nous, on travaille souvent aussi avec des typologies qui sont assez loin. Alors, il y a vraiment les plans qu'on retravaille, qui sont proches de nos collègues, vraiment de notre histoire du logement en Suisse et en Europe. Mais ça fait aussi, c'est aussi très intéressant, important vraiment de regarder des plans de tous les temps et de travailler avec ça. C'est la collection qu'on a mis aussi dans notre livre. Alors, vous voyez ici à gauche, disons au milieu là, un plan c'est pas des châteaux, mais des grandes maisons en Angleterre, et en bas un concours qu'on a fait. Et vous voyez un peu l'idée qu'on reprend d'une autre typologie et on la reprend dans nos plans en les retravaillant. Et je trouve ça, il y a toujours des choses à redécouvrir. Alors le travail pour nous sur les typologies, c'est toujours un travail de copier, de reprendre, d'adapter et de refaire une nouvelle chose. Et bien sûr, il y a aussi toute la question des utopies et des inventions, pardon. Et vous voyez là les classiques de l'histoire. Mais il faut aussi, il y a un lien direct après sur le logement coopératif aussi, et des idées de vivre ensemble et comment on pourrait faire ça. Je crois que ça c'est aussi très important. Et après, il y a un autre thème qui est qu'il faut travailler vraiment dessus, c'est le plan en soi. Il est très important, mais il faut toujours s'imaginer comment on va vivre dans ces logements. Et ça, c'est un travail qu'on a fait avec nos étudiants à Berlin. Et c'est tous des photos des grands classiques de l'architecture. On leur a donné des photos en noir et blanc des salons. Vous voyez à gauche, c'est l'appartement de Riccardo Bofill, à droite de la maison Müller de Adolf Loos. Et eux, ils ont refait ils ont fait un modèle assez grand. Et puis, ils ont refait une photo, et à la fin, l'idée de l'exercice, c'était de refaire la même photo, mais du modèle. Et du modèle ils ont construit. Et c'était un exercice. Alors, vous voyez, c'est vraiment des photos des modèles. Vous voyez à gauche le salon là de Gioponti à Milan, à droite. C'est de Auguste Perret, rue Franklin. Et c'est tout fait en carton.
Alors, vous voyez un peu comment là à gauche, vous voyez un modèle, à droite, la photo là, de l'atelier de la Villa Meira. Alors, c'était un exercice, comment ameubler un espace, d'où vient la lumière, et bien sûr aussi pour les étudiants de apprendre à faire des photos, etc. Et un troisième chapitre, c'est un peu le terroir et le matériel. Alors nous, on pense qu'il faut toujours travailler avec le matériel et c'est différent si je construis une maison en bois ou en béton, si je construis une maison en briques ou en acier. Et là, cette photo, c'est d'un photographe suisse qui a fait un travail sur les fermiers dans les Alpes, pas seulement en Suisse, mais aussi en Autriche et en France. Et vous voyez là, à gauche, c'est vraiment des pommes de terre, des vieux pommes de terre qu'on normalement ne trouve pas au supermarché. Et à droite, le fermier qui travaille là dans les Alpes et qui récolte ces pommes de terre. Alors, le principe du terroir, et puis ça c'est un mot qu'en France il ne faut pas l'expliquer, mais sinon il faut bien l'expliquer. L'idée c'est qu'en principe on y pense qu'on ne peut pas exporter toute architecture ou tous les principes partout, mais qu'il faut vraiment aussi travailler un peu avec le savoir-faire d'une région et aussi les matériaux d'une région. Et je pense qu'il faut nouveau revenir, et maintenant aussi avec toutes les questions de l'énergie grise, etc., je pense que ça va nouveau en avoir plus d'importance. Alors là, vous voyez des exemples classiques, des maisons en bois dans les Alpes, en bas aussi très intéressant, c'est une grande maison, un hôtel, je crois qui a 300 ans, près de Berne en Suisse. Et puis c'est tout en bois, mais c'est peint et ça c'est fait comme si ça serait construit en pierre à pierre. Alors il y a aussi cette volonté ou cette différence de construire quelque chose et de faire semblant que ça pourrait être une autre chose. Et puis ça, c'était aussi un travail qu'on a fait avec nos étudiants. Alors on a travaillé sur le logement et on a toujours donné un matériau, la brique, l'acier, etc. Toujours un semestre. Et puis on a essayé de trouver s'il y a vraiment si le système, les trames, ils changent et ils vont changer. C'est différent quand vous construisez avec du bois qu'avec du béton qu'on coule partout. Alors il y a vraiment des autres règles et ça va donner un logement différent. Alors c'est important, il ne faut pas faire juste les plans et bien sûr l'urbanisme, mais il faut déjà très tôt penser avec quoi on va et comment on va le construire. Et pour finir cette série, je vais passer au dernier chapitre, et puis là, je retourne maintenant nouveau vers le livre de Rainer Banham sur la technologie et l'environnement. C'est clair qu'aujourd'hui, la technologie, on pourra presque plus la sortir des maisons. On a plein de tuyaux et tout, et puis il faut vraiment y travailler et aussi peut-être le montrer plus. Moins que dans les années 70, je crois le livre aussi, il était peut-être aussi mal interprété, ou dans le temps, c'était aussi, je interprétais le livre de Benham comme un peu une bible pour l'architecture très technique. Mais je crois qu'on le relit aujourd'hui, c'est assez lucide comment il nous montre ça c'est le livre, The Architecture of the Well-Tempered Environment. Et puis c'est assez lucide comment il montre les premières maisons qui sont, disons, construites très malin. Ici, vous voyez
une isométrie de American Woman's Home de Catherine Beecher. Je crois que c'est 1840 qu'elle a dessiné ça. Et toute la maison, elle est construite autour d'une cheminée qui pourra réchauffer tout simplement tout le maison. Et vous voyez aussi qu'il y a tout un escalier qui va autour. Alors un peu la question si on peut s'y retourner vers des systèmes plus simples. Et je crois on est aussi un peu très sous la pression des normes qui se sont développées dans les années, et il faut pas. Alors notre devoir comme architecte, c'est pas seulement de faire des logements intelligents, mais il faut aussi repenser des normes. Et je vous montre là des images des fermes là en Allemagne. Mais je crois que c'est un peu partout la même chose. Là, c'est une maison en bois, une très vieille maison en bois au Valais, en Suisse. Et ces maisons, ils sont toujours. Il y a un four au milieu, et puis et c'est tout. Et le four, il va ensemble toujours avec la cuisine. Et je pense c'est plus ou moins avec tous les fermes comme ça. Et puis en hiver, on habite dans deux ou une chambre plutôt. Et puis les chambres à coucher, ils sont peut-être aussi plus froids. Et en été, on s'étend dans toutes les chambres. Et je crois que ça, c'est aussi une question. Alors si on veut que tous les chambres, ils ont un climat à 20 degrés, on peut se balader en t-shirt aussi en hiver, ou plutôt qu'on met un pull, peut-être il y a la cuisine ou le salon qui est chauffé, comme on l'a fait il y a très peu de temps. Et pour finir ça, c'est aussi un dessin d'un des livres, un autre livre de Rainer Banham que je trouve assez bien. C'est un peu, je trouve, ça signifie un peu la problématique qu'on est dedans. Il faut travailler dans les normes, et de l'autre côté, on voudrait bien réduire l'impact de l'énergie, et je crois qu'il faut le faire. On ne peut pas tout résoudre avec la technique. Alors, maintenant, je vais passer au projet. Je vais vous montrer 4 projets de logement, mais pas de coopérative. Bon, une quand même, mais des logements aussi un peu plus petits. Et puis après, des bâtiments universitaires plutôt. Alors cette petite maison, c'est 5 appartements dans un petit village au lac de Zurich, sur la côté droite. Lac de Zurich, alors c'est la côté la plus ensoleillée, parce qu'il y a un côté gauche et un côté droite. Et puis c'est une maison qui est construite sur une falaise. Alors, on n'a pas fait une cave, on a vraiment mis sur la falaise. Et puis, vous voyez bien que la structure, elle fait des petits décalages, parce que, bien sûr, le terrain, il n'était pas plat. Et de cette idée du terrain venait un peu cette logique de cette maison. Et vous voyez bien, on essayait de faire ou de reprendre un peu cette idée aussi des pays nordiques, aussi avec de la matérialisation très directe, très simple, de faire ces maisons. Il y a toujours un appartement en bas et en haut, et puis un escalier qui monte pour les appartements en haut, entre les deux murs. Et puis, comme il y avait la falaise, et on ne voulait pas toucher la falaise, où c'était aussi trop cher, il y a aussi dans les appartements les petits décalages de 2 à 3 marches. Et puis, vous voyez après dans les photos, c'est assez beau dans les appartements, comment ça fonctionne, qu'il y a des petits marches qu'il faut monter pour aller dans une autre pièce.
Ça, c'est les appartements du premier étage, et vous voyez bien, il y a un escalier qui monte, peut-être un système qu'on connaît très bien dans le Pays-Bas, qu'on fait souvent. Et aussi pour aller au jardin, après, les appartements d'en haut, sortent un escalier qui descend, mais il ne descend pas devant l'appartement juste en bas, mais il y a un petit pont pour qu'eux, ils descendent un peu plus loin de la terrasse des gens qui habitent en bas. Et là, vous voyez encore le plan du rez-de-chaussée. Alors, il y avait déjà une vieille maison, et à droite, il y a cette cave. Et puis, on a dû quand même faire une liaison pour la technique. Mais c'est vraiment, vous voyez bien, c'est vraiment dans la falaise. Et voilà, alors il y a une cave très bonne pour mettre le vin. Et encore la coupe. Et là, dans un plan exemplaire, on avait un peu l'idée qu'on peut vraiment tourner dans l'appartement dans un différent sens. Alors il y a toujours plusieurs possibilités de rentrer dans une chambre. On peut passer aussi dans la salle de bain et sortir de l'autre côté. Alors ça donne, ça fait l'appartement plus grand, et on peut on peut passer avec des chemins différents dans ces maisons. Et là, quelques photos. Alors, vous voyez, c'est toujours aussi avec les vues dans la diagonale. C'est tout peint en blanc. Il y a un plafond en bois. Il y a des murs en briques qui sont juste peints. Alors, ça, c'est vraiment un peu cette ambiance nordique, non, que je pourrais dire qu'on trouve beaucoup dans les projets de Aalto, de Leverens, de Asplund. Là, il y a le dernier appart, il a cette vue vers le lac. Et voilà. Et là aussi, on prend vraiment, ça c'est peut-être plutôt un détail presque japonais, il y a vraiment 2 marches, et puis c'est plutôt comme une fenêtre qui passe d'une chambre à l'autre. Et c'est déjà tout à fait quelque chose de différent au lieu de faire une porte normale. Et puis ça sont vraiment des projets qu'on normalement dans un logement c'est presque impossible, non, d'y construire des détails comme ça, parce que c'est toujours la question que les gens ils veulent pas, ça doit être pour tout le monde, etc. Dans le grand logement qu'on a fait tant, on veut pas prendre le risque, c'est très dommage. Alors c'est pour ça on est aussi toujours heureux quand on peut faire des maisons plus petites. Cette maison, c'est une maison tout à fait en bois, avec 4 appartements, aussi dans un village sur l'autre côté du lac. Et elle est très fine, et elle a comme 2 toits, un peu comme une silhouette des montagnes. Et vous voyez, c'est vraiment plus ou moins une chambre, l'épaisseur d'une chambre, ou une chambre et l'escalier. Et voilà. Peint en rouge, et puis c'est vraiment un peu déjà très proche du paysage et du verre, avec du bois qui est juste peint, mais avec une très belle structure qui peut aussi vivre et aussi vieillir bien. Et l'escalier, il est encore construit à cause de la protection du feu en béton, mais le reste de la maison, c'est vraiment du bois neutre, il n'est pas peint, c'est du bois, comment on dit, des sapins. Et aussi la cuisine, on a vraiment tout fait dans le même matériel, aussi la salle de bain. Alors vraiment disons une ambiance très chaude et très naturelle.
Alors maintenant, on rentre un peu dans le plus grand. C'est à Zurich, un logement d'un investisseur privé qui est construit complètement en briques. Alors c'est un bloc fermé avec une cour intérieure. Et l'idée de cette typologie, c'était un peu de dessiner cette claire structure vers la rue et vers la cour. Vous voyez que le plan il commence à bouger et ça aide aussi qu'on voit pas juste en face vers le voisin, mais aussi un peu dans les diagonales. Alors là, c'est construit vraiment avec du brick. En allemand, on dit du Klinker, alors c'est vraiment du brick massif, très, très joli, qui vient de l'Allemagne. Et puis, on rentre dans la cour. Et vous voyez dans la cour, tout le volume, il commence à se bouger. Et là-dedans, on entre par la cour. Alors, dans les appartements, c'était aussi une idée qu'on se rencontre dans la cour. Alors, les entrées, ils ne sont pas de dehors, mais vraiment, les gens, ils entrent dans la cour qui est très verte et après, ils vont dans leur appartement. C'est aussi peut-être très simple, mais une idée très simple, mais nous pensons aussi très important qu'il y a la possibilité que les gens ils vont se rencontrer et aussi s'échanger. Et là, vous voyez un peu un plan de l'escalier. Alors, il y a toujours vers en haut la rue, où il y a tout qui est orthogonal, et après, on rentre au milieu dans les appartements. Là, il faut dire, ça c'est l'appartement du rez-de-chaussée qui est plus haut. Là, on entre directement dans le salon, c'est un peu différent. L'idée là-bas, c'était, on avait un décalage dans le terrain, alors on aurait pu faire ça. Alors là, on est au rez-de-chaussée, peut-être moins de lumière, mais on a une hauteur beaucoup plus haute qu'on a pu réaliser là-dedans. Et je crois que c'est aussi avec ce escalier qui passe d'une chambre, de la cuisine, le salon, vers les chambres à coucher. Et ça donne une certaine grandeur dans les appartements. Alors ça, c'est maintenant l'appartement type. Où on entre vraiment dans le couloir, dans l'entrée qui est couverte avec du bois. Et après de là, on peut aller d'un côté vers la cuisine-salon et l'autre côté vers les chambres. Et vous voyez là quelques photos. Alors il y a au milieu ou à gauche, c'est la porte d'entrée, là où il y a la clé. C'est peut-être un peu trop sombre là. Et on voit vraiment comment cette taille au milieu, l'importance de cette taille au milieu de l'appartement. Et là encore, des images de la brique. Et puis, c'est la première fois qu'on a vraiment pu travailler vraiment avec, disons pas seulement avec des plaques fines. Et puis, ça fait vraiment beaucoup de plaisir. On est allé là-bas en Allemagne. Et puis, j'étais vraiment étonné comment ça se fait encore dans cette usine, un peu comme... on pense comme il y a 100 ans, avec des vieilles machines. Et c'était vraiment de la main-d'œuvre. C'était impressionnant. C'est pour ça que je vous montre aussi ces photos, qu'à la fin, c'est vraiment un matériel qui existe déjà depuis toujours. Et puis, c'est très simple et très solide. Et puis, ça tiendra pour toujours. Ces briques, alors c'est vraiment très beau, très beau. Ce qui était pas si facile après, parce qu'on avait un peu ces angles dans la cour qui n'étaient pas orthogonales. Alors là, on a fait vraiment vous voyez là les formes des briques spéciales avec les angles. Et là, il fallait vraiment penser un peu comment le faire, etc. Et voilà.
Et là, pour finir le logement, encore quand même une coopérative qu'on vient maintenant de finir. C'est à Winterthur, c'est une petite ville un peu au nord de Zurich, 30 km. Et un peu aussi au dehors de la ville. Et vous voyez, c'était un site industriel. C'était une scierie, on dit, où on coupe le bois. Et vous voyez, au milieu, il y a encore une grande cheminée. Et puis là, on est entré avec l'investisseur pour faire d'abord un plan de masse, etc. Et après, il voulait le vendre pièce à pièce, les maisons. Et ça se faisait par, je sais pas, coïncidence, qu'il y avait une coopérative qui a acheté tout le terrain. C'est la même coopérative qu'on a déjà montré il y a 3 ans, cette maison en béton qui s'appelle Mehr als Wohnen, plus qu'habiter. Et puis, pour nous, c'était aussi pas si facile en ce moment parce qu'il fallait aussi refaire un peu tous les appartements qu'on a conçus. Et vous voyez bien, on a laissé, l'idée c'était de laisser les 2 maisons en jaune au milieu. Alors, des maisons, il y a une maison en briques et puis un grand toit couvert qui est en principe pas très beau, mais qu'on a dit qu'on le laissera en principe comme place de rassemblement dans ce lotissement. Et nous, on a construit maintenant ces 2 maisons, à gauche en bas et la barre en rouge. Et après, il y a encore eu un concours pour les 3 autres qui sont en ce moment pas encore construits. Alors l'idée, c'était aussi de faire une construction mixte. Vous voyez le grand toit au milieu, qu'on a juste gardé comme il était, et puis aussi un peu comme symbole. Et de ces 2 maisons, il y a eu la maison à gauche qui a quand même qui est près du réseau des trains. Alors il y a un très grand bruit là-bas qu'il fallait y penser. Et puis au milieu là, le toit. Alors en ce moment, il y a beaucoup de lignes là-bas. C'est parce que c'est la construction du toit qu'on voit qui reste. Alors c'est une barre et puis une cour. Et la cour en soi, c'est vraiment l'idée de cette maison, que c'est un square, et puis au milieu, il y a un petit jungle. Alors il y a vraiment beaucoup, on ne peut pas y pénétrer, il y a peut-être un petit chemin, mais c'était pas l'idée de faire une cour avec la pelouse, etc. Mais c'est vraiment, ça va être plein des arbres. Et il y a des appartements en duplex et sur un étage. Vous voyez ici un peu le modèle qu'on a fait avec les paysagistes. Et puis ça devrait être très, très, très intense. Et puis il y a vraiment les coursives autour et de nouveau en haut. Ah, ça c'est encore une petite anecdote. C'est un apprentissant dans notre bureau qui a travaillé pour sa école. Alors il a fait les gargouilles qu'il a aussi construit après lui-même, qui vont dans les cours. Alors il a fait des petits dragons. C'était vraiment pas mal. Alors en haut, il y a aussi de nouveau des terrasses qui sont communes. Il y a dans cette maison aussi une sauna qu'on peut gérer, alors qu'on peut y aller, qu'on habite dans ces maisons. Alors là, vous voyez nouveau cette idée de cette coopérative qui s'appelle Mehr plus qu'habiter, des appartements plutôt serrés, mais après vraiment des offres, disons,
dans le logement, alors il y a une grande salle où on pourrait faire une grande fête et tout ça, ou si on invite, je sais pas, 20 personnes, il faut pas les coincer dans l'appart. Il y a vraiment ces espaces. Et ça, c'est l'autre appartement qui est construit en principe. On entre dans un hall au milieu, et puis il y a 4 piliers qui sont construits en briques. Et c'est aussi, vous voyez un peu là, le modèle. Alors c'est vraiment l'idée d'un appartement qui a vraiment un centre, et de là, on passe sur une ou l'autre côté, dans tous les côtés en principe, et aussi dans les chambres. Et là, c'est toujours encore un chantier, ça va être bientôt fini, mais il n'y a pas encore les cuisines, etc. Et pour les façades, on les a aussi construits. Alors la construction, les façades, ils sont en bois. Alors tout le mur, il est en bois, sauf les verticales. Et voilà, ça c'est encore déjà les premières photos que vous voyez un peu de cette idée. Et aussi l'idée c'était aussi de travailler un peu avec ce souvenir de ce site qui était aussi un site industriel avant. Et aussi l'entrée de la barre, très simple, très basique aussi, juste peint. Alors, dans la deuxième partie, je vais vous montrer un peu, j'ai mis un titre, les espaces de rencontre, espaces de communication. Alors, dans ces universités qu'on a construites, il y en a 3 maintenant, ou 2 qui sont construits, un qui est en train de se faire. Et aussi de l'école, pour nous, c'est toujours important cette démarche qui a un système où les étudiants ou les scolaires, ils peuvent se rencontrer. Je crois que ça, c'est très important. Il n'y a pas juste les profs qui vont éduquer les étudiants, mais il y a aussi... on apprend aussi, et puis pour ça, il faut des espaces, et il faut aussi un moyen de se rencontrer. Alors cette haute école supérieure à Moutens, c'est près de Bâle. C'est pour approximativement 2000 étudiants. C'est vraiment un cube de 60 à 60 mètres. Et vous voyez aussi dans on voit ça, alors, c'est vraiment cette cube où il y a un peu un vide là à côté. Alors, dans le concours, on a pu construire vraiment tout le terrain. Et à la fin, on a gagné avec ce système qu'on a mis tout compact dans un volume, et on a laissé le reste du terrain pour un parc. Et je crois que ça, c'était assez malin dans ce endroit, parce que vous voyez, il y a vraiment un tapis de logement existant, et puis les gens, ils avaient aussi un peu peur de cette grande construction qui se va faire, et puis on l'a poussé un peu à côté, et comme ça, avec le parc, c'est pas seulement pour les étudiants, mais bien sûr pour tout le quartier. Et je crois que ça, c'est un moment qui était bien choisi. Mais pour ça, on a construit beaucoup plus haut, alors 60 mètres. Et vous voyez maintenant, on entre dans le bâtiment, et très bas, très bas, il y a juste, on glisse un peu, et au milieu, il y a un atrium géant avec des grands escaliers qui vont d'un côté à l'autre. Et vous voyez très bien la structure, comment c'est fait. Alors, on a 4 départements dans cette haute école qui en principe ont rien. Alors il y a la pédagogie, la mécatronique, les architectes, et encore la science de vie, les labos. Et dans ce atrium, il y a tous les étudiants qui vont se rencontrer.
Et après, il y a vraiment les salles de lecture en bas qui sont gérées de tous les étudiants. Et après, il y a une coupe avec une bibliothèque au 4e étage qui est très ouverte. Et après, il y a vraiment les départements, aussi les labos au milieu qui n'ont pas besoin autant de lumière. Et de nouveau, un café et une petite cour tout en haut. Alors là, des photos de cet espace de l'atrium, les grands escaliers. L'ingénieur, il a toujours parlé des ponts, parce que ils sont assez larges et vous voyez cette vue vers en haut. Et au milieu, il y a une sculpture d'une artiste qui s'appelle Katja Schenker et qui est très beau. C'est une sculpture de 14 mètres en béton de 2 à 2 mètres qu'elle a, pendant 3/4 d'année, elle a vraiment collectionné du matériau. Elle a coulé vraiment pendant des mois comment on dit, cette stèle, on dit Stele en allemand. Et après, avec des scies en diamant, ils ont coupé. Et puis c'est comme un peu une couche géologique avec du bois, du métal, des pierres. Et c'est très tactile. Et c'est vraiment un moment où l'art et l'architecture sont vraiment extrêmement ont marché ensemble. Alors dans les plans, ça c'est le rez-de-chaussée où on entre, il y a le grand auditoire que vous voyez, il y a le café, un petit supermarché en bas et voilà. Et après, on monte les escaliers. Il y a toutes les salles de lecture. Et puis, vous voyez vraiment la construction. Il y a 4 pieds d'éléphant en principe, très massifs, qui portent tout, où il y a les escaliers et les ascenseurs dedans. Et après, le reste, c'est vraiment très flexible là-dedans. Alors ça, c'est vraiment les couches avec les salles d'études. Et après, on monte vers la bibliothèque qui est tout à fait toute ouverte, aussi avec des rideaux qu'on peut fermer pour des réunions. Des étudiants, ils peuvent travailler là en groupe. Il y a derrière là cette rotonde en bois. Il y a aussi de nouveau des sièges dedans pour travailler un peu plus discret. On peut avoir des lectures, des conférences. Et après, on monte et dans les départements, il y a les bureaux, des labos, etc. Alors il y a vraiment, c'est vraiment tout un monde. Et à la fin, au toit, il y a encore un café avec la vue vers Bâle. C'est vraiment extra. Alors sur 60 mètres, on voit vraiment... et puis avec une cour intérieure au toit. Voilà. Et avant ce projet, on a fait cette école primaire. Et puis, je ne veux pas dire, il y a un peu les mêmes idées. Comme c'est une très petite école, mais il y avait aussi de nouveau cette idée de ce escalier au milieu qui rassemble tout le monde. Alors vous voyez, c'est cette école, 4 étages, dans un petit village à 60 km de Zurich. Et puis, il y a juste les salles d'école autour, et puis au milieu, de nouveau, un escalier. Et puis, c'est un escalier en double hélix, rond. Il fonctionne un peu comme ça. Alors ça, c'est en principe l'espace intérieur. Et puis l'idée, c'était que l'escalier, il est en double hélix, alors il y a l'escalier que les élèves ils montent tous les jours, qui est ouvert, et entre, il y a un escalier qui est fermé pour, comment on dit, pour la fuite, pour s'il y a un feu, pour s'échapper.
Et voilà, alors c'est comme une sculpture là, dans l'espace. Là, on a tout, comment dire, enroulé, sortir. Alors vous voyez un peu l'idée. Alors il y a toujours on marche dans l'ouvert, mais on peut aussi rentrer et aller dedans. Et puis bien sûr, pour ça, ces escaliers à double hélice, il y a des grandes références de Leonardo da Vinci, voilà. Qui a déjà dessiné des escaliers comme ça, et bien sûr, pas loin d'ici, à Chambord, ce escalier très connu, non? Et voilà l'escalier qui est maintenant construit. Très, très difficile à faire une photo, il faut vraiment un wide angle énorme. Et puis c'est un peu comme un serpent qui monte dans cette école, avec aussi à nouveau une lumière cénitale. Et ça, c'est maintenant dans le couloir, non, de secours qu'on peut aussi monter, qui est toujours ouverte. Et c'était assez marrant, déjà à l'école, elle a pris ce escalier pour des grandes fêtes. C'est comme un peu une scène, ce que je trouvais assez bien. Et puis l'acoustique, elle n'est pas facile. Disons, dans tous les jours, c'est quand même, quand les élèves ils sortent, c'est assez bruiteux. Mais de l'autre côté, vraiment, s'il y a un chœur, un choir, comment on dit, alors du chant, c'est vraiment magnifique là-dedans, et puis tout le monde peut s'asseoir sur les escaliers. Ou là, avant Noël, ils ont mis là des petits cadeaux. Après là, juste une image, ça c'est la bibliothèque. Après les salles de classe, ils sont très classiques, autour, très simples dans cette école. Et puis on l'a nommé Vinci, et c'est marrant que l'école, il a repris, c'était le mot de code qu'on a pris dans le concours, c'est un peu pour Leonardo da Vinci, non? Et puis ils ont repris ça, et maintenant l'école s'appelle Vinci. Et ça nous mène au troisième projet qu'on a fini maintenant plein dans le Covid. Alors c'est une école pour des infirmières, tous ces, pas seulement les infirmières, mais je sais pas tellement comment dire en français. Et puis l'école était finie, et puis elle était restée vide pendant 1 an. Et puis ça, c'est aussi à Winterthur. Et Winterthur, Winterthur avait une grande industrie d'acier. Vous voyez encore des photos des années 80 là, ou encore des photos plus vieux. Alors c'était vraiment des bâtiments d'industrie qu'aujourd'hui maintenant c'est tout un campus de l'haute école du canton du Zurich. Et puis il y a plein des choses qui sont maintenant aussi sous protection. Alors le bâtiment en soi, ils n'étaient pas sous protection, mais cette grande grue qui existe toujours, elle est toujours encore est sous protection, alors qui est toujours là. Alors ça, c'est un peu le bâtiment qu'on a trouvé, c'était juste une grande surface, mais avec une façade très beau en briques. Et ce qu'on a refait, où on a repris cette façade, alors il fallait détruire tout le bâtiment parce que la qualité n'était pas très bonne, mais on a repris plus ou moins dans le même système la façade. On a recherché des briques assez similaires. Alors vous voyez à gauche encore les bâtiments existants, et à droite la nouvelle école qui est aussi plus haute, mais dans la même trame et système, construit dans le même... et aussi avec des fenêtres en acier, on a essayé de faire assez fin, que ça reprend vraiment cette idée, non, de cette architecture industrielle.
Et voilà, ça c'est nouveau le grand bâtiment là derrière à gauche. Et pendant la nuit, vous voyez la grue qui est en bleu. Et l'entrée. Et le plan, et puis un peu de nouveau cette idée qu'il y a tous les salles, les bureaux qui sont autour, comme un anneau. Il y a de nouveau un centre où il y a tout le monde, tous les étudiants, toutes les salles de lecture qui sont là-dedans. Mais dans ce projet, on a fait carrément un espace presque Piranesi-like, similaire comme Piranesi. Alors c'est très difficile dans le plan de comprendre. Vous voyez un peu ici, aussi avec de nouveau une lumière cénitale. Et je crois que ça s'explique beaucoup mieux dans le modèle. Alors il y a vraiment l'anneau avec tous les bureaux, etc. autour, un couloir. Et au milieu, c'est vraiment, il y a une salle qui est mise sur l'autre. Alors vous voyez là, maintenant c'est vraiment de en bas, c'est comment les volumes, ils sont mis un sur l'autre jusqu'en haut. Et bien sûr, on peut toujours se balader sur ces toits. Et c'était vraiment l'idée de faire une ville une ville dans le bâtiment. Alors, si on entre dans cette cour, c'est vraiment, on a des vues hallucinantes. Dans les diagonales, il y a des escaliers. Et puis, c'est très clair. Il y a la lumière qui vient de en haut. Et après, on a fait avec la lumière, on a mis un peu comme dans les rues, des mâts. Et puis après, il y aura encore des meubles. Vous voyez après, avec les photos après, que c'est meublé. Alors c'est vraiment tout un monde où c'est vraiment l'idée que les étudiants ils sont là-dessus. Là encore la construction du toit, des grands éléments en béton préfabriqué qu'on a mis dessus, que vous voyez aussi dans l'autre bâtiment qui existe encore, que c'est aussi très repris, cette lumière cénitale des bâtiments industriels. Et voilà, après ils sont vraiment, vous voyez déjà que les espaces après ils sont meublés, que les étudiants ils peuvent travailler sur les différents niveaux dans cet bâtiment. Ça c'est une salle de lecture pour des infirmiers ou infirmières, la cafétéria. Et après, on voit un peu les meubles. Et après, bien sûr, c'était ouvert, mais c'était de nouveau fermé pendant un an. Mais maintenant, il y a enfin, les étudiantes, ils sont retournés. Et la maison, enfin, elle est un peu plein de vie. C'est bien. Aussi de dehors, les chaises que vous connaissez très bien à Paris, je crois que c'est un système qui est très connu, non? Les chaises, ils sont un peu sur la place et puis quand il fait beau, on se peut mettre dehors. Et puis, le 4e campus, qui n'est pas encore réalisé, il est à Bienne, près de Berne. Et là, c'était un peu la question du code génétique. Un peu. Alors là, c'est une vue aérienne de Bienne. Il y a un grand lac. Et vous voyez un peu à droite, près de la gare, où il y a ce grand vide là-bas. Il y aura l'emplacement. Alors c'était une grande question pour le canton de Berne, où est-ce qu'il va mettre son premier campus pour aussi 2000 étudiants. Et puis à la fin, il a choisi Bienne parce qu'il y a vraiment cette gare qui est très proche. Mais c'est aussi assez intéressant parce que comme on a plusieurs langues en Suisse, Bienne, c'est une des villes qui est vraiment bilingue. Alors c'est vraiment moitié-moitié qu'on parle l'allemand et le français. Et puis eux, ils veulent aussi... et puis c'est un peu plus d'une heure de Zurich, mais c'est aussi 1 heure de Lausanne. Alors c'est vraiment l'emplacement où ils essayent aussi qu'il y a des étudiants qui viennent de la Suisse romande.
à Bienne. Et puis l'idée, vous voyez un peu le bâtiment, c'était en principe très, très simple. Il y a trois grandes des anneaux qui sont mis ensemble, mais toujours orthogonal vers la rue. Et au milieu, il y a toutes les salles de lecture. De nouveau, c'est l'idée qu'au milieu, il y a tout qui est géré ensemble et autour les départements. Et après, il y a les coins qui sont ouverts. Et là, il y a toujours l'entrée dans le bâtiment. Alors, c'est en principe un système assez simple, assez efficace. Et un peu, le code génétique, c'est bien sûr toutes les universités classiques qui viennent. Là, vous voyez une vieille image de Oxford, où il y a tous ces collèges, de college Oxford, qui étaient avant de Henry VIII, c'était des cloîtres. Mais après que l'Église a dû sortir là-bas, le roi, il a donné aux universités, et puis ils ont refait. Et puis ça, c'était un peu un système classique pour presque toutes les universités. Si c'est à Bologne, en France, qui ont toujours fonctionné comme ça, il y a toujours une église, il y a les dortoirs et puis les cours, non? Ça, c'était vraiment la typologie classique. Là, la même chose à Ingolstadt. Bon, ça, c'était vraiment un collège catholique. Et la Sorbonne, bien sûr, à Paris, qui fonctionne en principe, la vieille Sorbonne, dans le même système aussi, une cour après l'autre. Et ça, c'était un peu l'idée qu'on a repris pour cette école. Alors, vous voyez bien le rez-de-chaussée, l'entrée principale tout en haut à gauche. Et après, on entre un peu dans un système des cours, des salles, au rez-de-chaussée, le restaurant, tout est ouvert. Et autour, il y a vraiment les labos, c'est aussi l'école d'ingénierie de bois. Alors, il y a aussi des cabinets de construction et tout ça, les salles de lecture, café, etc. Et très important, il y a trois grandes des escaliers. Alors, il y a des joints, et puis avec ces trois escaliers, c'est la connexion pour tout le bâtiment vers en haut. Alors, vous voyez au milieu là tous les espaces ouverts et publics, et disons à côté déjà la grande salle à gauche en haut, salle de lecture. Et puis là, il y avait aussi un peu, on a cherché parce que cette université va se construire en bois. Et puis elle est assez grande, alors on parle vraiment de 40 000 cubes de bois, c'est vraiment beaucoup. Et puis l'idée, c'était, parce que le canton Berne, il est le plus grand propriétaire des forêts en Suisse, et l'idée, c'était vraiment, alors c'est vraiment une initiative aussi du canton qui veut construire en bois. Et puis, on a vraiment cherché, puis c'était pas très évident. On trouve beaucoup de constructions, des maisons, des petites maisons, des fermes, bien sûr, très beaux, des constructions au Japon, des temples. Mais des grandes constructions publiques, il n'y en a pas autant. Bien sûr, il y a des salles de gym, il y a des salles d'expo qui sont faites avec des grands toits. Mais pour nous, une référence importante, c'était là, cette galerie de bois, qu'on connaît juste de ces dessins parce que c'est détruit, mais qui avait un peu cette ambiance déjà de grandes constructions publiques, mais c'est construit en bois au Palais Royal. Et aussi à Paris, de Auguste Perret, ce pavillon d'exposition temporelle qui avait un peu cette même intention, non, de faire des grandes salles, mais tout est construit en bois, mais c'est aussi très structurel.
Et nous, on a repris on a essayé de reprendre cette idée parce que toute la construction, elle va se faire avec un entrepreneur total. Et puis, c'est toujours un peu la question comment on peut faire survivre non, la qualité, la matérialité. Et puis, on a vraiment travaillé avec une structure en bois très directe. On voit comment la construction s'est faite. Non, ça, c'est les poutres et les colonnes, voilà, les poutres et les colonnes. Et entre, il y a juste l'enfil, c'est rempli avec des murs, en plâtre, avec de l'éthanite. Et là, vous voyez un peu ce escalier. Alors, il y en a 3 de ces grands escaliers qui sont aussi en bois. C'est un peu comme comment dire, la machine pour virer dans le bois. C'est vraiment un élément qui monte et qui est aussi tout à fait en bois. Et après, on monte un peu vers en haut. Et là, il y a toujours ces 3 joints. Et là, il y a un travers public pour connecter toutes les salles de lecture, qui sont aussi pour tous les étudiants. Aussi dans cette école, pour 2000 étudiants, il y a plusieurs départements qui fonctionnent en principe en soi indépendants, mais les salles de lecture, ils sont bien sûr gérées ensemble. Et puis ça, c'est le plan principe de en haut. Alors vous voyez autour, il y a tous les labos, tous les départements qu'on peut parfois aussi pas entrer parce qu'il y a aussi des labos chimie et tout ça. Alors il y a tous un système aussi de sécurité. Et au milieu, il y a vraiment tout le chemin public. Qui est ouvert pour tout le monde, et les 3 grands escaliers. Et à la fin, c'est un plan qui est assez complexe, mais à la fin, on ne peut pas se perdre parce que toujours, quand je retrouve un escalier, je peux redescendre et après, je suis nouveau à niveau pour retrouver tout le monde. Et le bois, il se repeint très foncé, un gris presque vers le noir. Et puis, dans tout le public, il y a tout qui est au milieu. Alors, entre la structure, qui sera en bois nature, et autour, on l'a juste inversé. Il y a la structure qui reste en nature, et il y a l'enfilm, comment dire, les murs entre. Alors ça, c'est, disons, un couloir pour les labos, qui sera après peint en noir-gris. Ça, c'est une image de labo. Il y a aussi l'architecture. Alors ça, c'est les ateliers de l'architecture qui seront toutes ouvertes. Les escaliers de secours en béton. Et en bas, c'est aussi assez beau qu'on a pu construire, j'espère que ça ne va pas être trop cher, mais de la lumière comme un peu des lustres. C'est ça le mot, les lustres. Et puis c'est toujours parce que c'est la main publique, alors en principe on n'ose pas prendre une construction spéciale, mais on a juste le lustre autour, il est fait pour cette maison, mais en principe la lampe en soi c'est un produit qu'on peut acheter comme ça. Et vous voyez un peu le système, alors je peux avoir une lampe, les 4, les 6, il y a aussi une lampe plus petite pour les couloirs. Et c'est une construction très simple, aussi en bois, avec du plexi autour, des grandes plaques, et dedans, il y a la lumière en LED. Et encore une explication sur la construction. Ça, c'est 2 livres que je trouve très importants sur la construction du bois. Surtout celle-ci à gauche, je ne sais pas si elle existe en français, mais de toute façon, ça existe en anglais.
de Klaus Zwerger. C'est une collection sur les constructions traditionnelles du bois, mais surtout aussi des connexions du bois. Et à l'autre côté, ça c'était une publication, un congrès sur le bois et sur la question si c'est une matière ou une forme. Et je trouvais aussi ça intéressant parce que maintenant on peut faire vraiment beaucoup de choses super intéressantes avec le bois, mais dans ces constructions on était clairement sur cette idée de la connexion du bois qu'on voulait montrer et qu'on connaît aussi des vieilles alors cette idée, vous voyez à gauche, c'est un temple au Japon, à droite, comment dire, un grenier en Autriche. Et cette idée de montrer très directement la construction. Alors il y a une colonne, il y a une poutre, il y a un chapiteau. Et on a repris ça. Et aussi dans l'idée de, bien sûr, que tout doit être ouvert et très flexible, non? Puis on a vraiment dans la technique très massif. Alors ce qu'on a fait avec l'ingénieur de bois, c'est vraiment on a on a une trame de 7,20 mètres et on a les colonnes et puis on a mis comme des vous voyez un peu plus foncé, c'est du bois dur qui est je pense la lettre qui est vraiment poussé dedans et après il y a la poutre qui est mise au-dessus et après le plafond qui est un plafond combiné avec du béton parce qu'on a aussi dû résoudre le poids et tout ça et voilà, ça c'est en principe toute la construction du système qui va autour et après les murs c'est rempli en briques ou avec du plâtre, etc. Encore, je retourne vite. Après, on avait encore vraiment le grand problème de la technique. Alors, on avait un mètre dans le plafond et pour pas toucher toujours la construction, on a pris la construction dans le sens de la longueur du bâtiment et pas que normalement ce qu'on fera avec le bois, non, à travers. Et comme ça, il y a la construction, disons, de l'ingénierie parallèlement avec la technique. Et aussi la façade serait en bois. Puis on a travaillé un peu sur la tectonique, que cette grande surface, ils peuvent bien bouger, qui sont ventilés. Alors on a vraiment dans la coupe, vous voyez là, vraiment travaillé avec un décalage qui donne en principe après une image très tectonique et pas une vue très plate du bâtiment. Et ça, c'est aussi de dehors, la façade, les colonnes. Il y a l'eau qui passe encore dehors devant les colonnes. Et aussi, le bâtiment sera peint très noir. Vous voyez après aussi un précédent d'un bâtiment qui s'est déjà fait. Alors, c'est aussi un peu pour nous la question, si on construit avec du bois, si la façade, elle doit aussi être construite en bois. Et on a fait déjà du logement à Zurich, on a fait une façade, alors c'est une construction de maison tout à fait en bois, 6 étages, mais la façade, elle est en ciment avec des fibres de verre. Et là, on a décidé aussi, parce que c'était important comme image pour le canton et parce qu'il y a aussi les ingénieurs de bois dedans, de faire vraiment une façade en bois. Et si on la laisse nature, il y a quand même un changement très difficile à gérer, non? Le bois, il devient noir, il devient gris. Mais normalement, si c'est pas dans les montagnes, ça dépend vraiment de l'orientation. Et si le bois, il est déjà, disons, foncé, on voit pas très bien
comme on dit, comme le bois, il va changer. Mais on a toujours ce sentiment qu'on voit, qu'on reconnaît le matériel. C'est quelque chose qu'on voit très bien aussi dans les temples classiques au Japon, qui sont qui sont peints très sombres. Là, c'est un projet, ça c'est maintenant quelque chose de complètement différent, mais c'est aussi un bâtiment de rassemblement, mais de rassemblement pour les autobus. Plein dans le milieu à Zurich, un dépôt des bus, un grand toit immense, 100 colonnes, que vraiment il y a tous les bus qui doivent rentrer le soir là-dedans. Et juste à gauche, il y a encore des garde-robes pour les gens qui travaillent là-bas, une petite cafétéria. Et cette petite tour qui est un silo pour le sel pour l'hiver. Alors c'est un bâtiment très plat, en béton, un très joli béton autour, avec comment on dit, aussi du bois très fin qu'on a mis comme là, je sais aussi pas le mot en français. Là, hein? Oui, ouais, c'est ça, les charlons. Et voilà la tour où les camions ils passent en dessous et puis il y a le sel qui va sortir. Et dedans, c'est couvert aussi avec du bois très simple. Et puis avec une petite cour qu'on peut aussi encore s'asseoir dehors. Et après, très simple, le grand dépôt, une porte énorme qui s'ouvre sur toute la longueur, une construction mixte, métal et bois. Voilà. Et maintenant, pour finir un peu cette Black Box, c'est une salle d'exposition à Lenzburg, qui est peut-être un peu le précédent de cette campus qu'on va construire à Bienne dans la manière de travailler avec la façade très sombre aussi dedans. Et c'est une salle d'exposition près à Lenzburg, c'est à 40 km de Zurich. Et jusqu'à maintenant, ils étaient juste dans un vieux bâtiment militaire. Et puis eux, ils font des expositions, une expo par an sur un thème comme ici Heimat, ça veut dire la patrie ou l'argent. Et puis il y a toujours toujours une entrée qui est différente. Ils ont coupé dans le mur, c'est une construction en bois. Ils ont fait une entrée tout en haut. Ils ont toujours changé. Et ils voulaient alors le problème c'était là, c'était très difficile. C'était loin de la gare et puis ils ont dépensé un demi-million pour le chauffage par an parce que c'était pas isolé, etc. Et ils voulaient refaire. Alors c'était vraiment un peu, il fallait une maison un peu comme un couteau suisse, non, qui peut faire tout, qui a tout dedans. Et ils ont reçu l'emplacement vraiment juste à côté de la gare, c'est extra, très, très proche, mais aussi un entourement assez, disons, situation plutôt laide. Et dans le concours, on a proposé vraiment deux boîtes, une boîte expo, une boîte pour l'entrée, et encore un espace vide. Alors, parce qu'il n'y avait vraiment pas d'espace, on a donné sur le terrain un espace de rencontre, une petite place, mais aussi un espace où ils peuvent vraiment faire quelque chose pour leur exposition. Alors, c'était vraiment l'idée un peu qu'on prend la scie et on fait des trous dans le bâtiment. À la fin, bien sûr, c'était pas si évident parce que le bâtiment maintenant il est bien isolé et tout ça. Mais on a vraiment on a fait des trous qu'on peut ouvrir. Alors c'est à la fin, c'est pas des fenêtres, mais c'est une structure qui peut se transformer.
Et c'est un bâtiment très simple. C'est pas un musée parce qu'ils alors ils font des expos sur un thème et puis une construction en bois. Et à la fin, c'était peint tout en noir parce que l'architecture et les salles se doivent pas voir dans leur expo. Là, vous voyez encore les trous qui sont normalement fermés. Et aussi dans le plafond, il y a des trous déjà qu'on peut mettre des escaliers si on veut. Qui sont flexibles, mais on peut aussi les enlever. Et c'était juste une black box. Alors, il n'y a pas de fenêtre. Et là-dedans, ils mettent leur exposition dedans. Au rez-de-chaussée, il y a encore une salle de conférence. Il y a bien sûr un escalier qui monte. Il y a tout en haut leurs bureaux qui sont tout en haut. Et ça, c'est un peu la vue de la gare vers cette place de rencontre. Ça, c'était le vernissage d'ouverture. Vous voyez déjà, c'était vraiment important qu'il y a comme une place commune. Et cette structure qui devrait aider à monter des choses si jamais. Alors ça, c'était encore pendant le vernissage, tout était encore vide. Et après la première expo, il y avait déjà, je crois, il y avait justement Donald Trump qui est devenu président, et puis c'était le titre Fake ou Toute la vérité. Et après, ils ont mis des choses, vraiment, il y a toujours une scénographie dedans. Alors le bâtiment dedans, il disparaît tout à fait. Alors il y a vraiment, et puis vous voyez un peu là, ils ont fait quelque chose, un mur avec des tiroirs sur 2 étages dans un trou qui existait dans le bâtiment. Et après c'est de la scénographie, c'est la vérité, et voilà. Et la nouvelle expo maintenant, c'est sur le sexe. Et puis là, maintenant, ils ont déjà fait une entrée pas à gauche, où il y a la cafétéria, mais tout au milieu du bâtiment. Voilà, je suis à la fin. Et pour finir, je vais vite toujours expliquer un peu, parce que nous, on est l'auteur un peu dans la communauté, parce que nous, nos bureaux, on est en ce moment, on est 9 partenaires. Quand on a commencé, on était 16. Alors notre bureau, nous-mêmes, on est une coopérative et on travaille comme ça. Alors c'est dès qu'on a commencé, c'était un peu l'idée de travailler ensemble. Et c'est juste là les premiers projets d'urbanisme qu'on a fait. Et après, quand on a fondé notre bureau, on a vieilli. Et je montre aussi quelques autres bureaux d'architecture qui étaient aussi des coopératifs, comme The Architects Collaborative avec Walter Gropius au milieu en Amérique, ou Archisum, bien sûr, Super Studio, le Team So au Japon. Il y avait quand même dans l'histoire quelques bureaux, l'Atelier 5 en Suisse, ou même peut-être on peut penser que le Team 10 fonctionnait à un certain moment comme un grand échange des idées. Et voilà, c'est un peu comme on veut travailler. Merci beaucoup.